Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames et Messieurs, dans cette année marque le 50e anniversaire du changement de nom de notre parti en UDC, Union démocratique du Centre, SVP en allemand, Schweizerische Volkspartei, UDC et également UDC, Unione Democratica del Centro, en rétoromanche PPS, Partida Populara Svizzera. La direction du parti m'a chargé de vous présenter cette petite rétrospective à l'occasion de cet anniversaire. Le 22 septembre 1971, donc 2, voire 3 partis se présentent sous un seul nouveau nom, l'Union démocratique du Centre. Le principal parti de cette équipe était le Parti des paysans, artisans et dépendants, PAI, qui disposait d'un siège au Conseil fédéral sans interruption depuis 1930. En raison du déclin de la population agricole, le PAI était en perte de vitesse depuis un certain nombre d'années. Il avait tout intérêt à élargir sa base électorale en s'unissant au Parti démocratique du canton des Grisons. L'objectif premier était de conserver le siège de Rudolf Kneggi au Conseil fédéral. À l'époque, le PAI était en position de faiblesse pour défendre sa représentation au Conseil fédéral, un peu comme l'est aujourd'hui le PLR, et de défendre sa position. À l'inverse, le démocrate des Grisons, Léon Schlumpf, un grand stratège politique, savait qu'il ne pourrait pas accéder au Conseil fédéral aussi longtemps qu'il était confiné dans son petit parti. Ainsi, les démocrates grisonnais ont refusé la fusion que leur proposait le Parti évangélique suisse, le PEV, et ont suivi le mouvement en devenant le plus petit partenaire de la fusion sous la bannière de l'UDC. Eh bien, les Larinois ont participé, disons qu'ils ont mis 2 conseillers d'État et dans leur canton avaient un nombre important d'électeurs. La présidence de la toute nouvelle UDC devait être assurée par le président du PAI d'alors, l'éditeur zurichois Hans Kronzet. Sa famille avait des racines dans le canton des Grisons et il a beaucoup travaillé avec les démocratiques Grisons et le secrétaire du parti bernois Peter Schmidt également. Le 22 septembre 1971, une assemblée des délégués suisses à Bienne a entériné la fusion. Plusieurs orateurs avaient au préalable répondu à une série de questions. Parmi eux, la fille d'un paysan bernois, Marthe Kostoli, une éminente militante des droits des femmes et du suffrage féminin. Le PAI, nouvellement l'UDC, voulait ainsi outrepasser son image de parti d'hommes seuls peu après l'introduction du droit de vote des femmes. Plusieurs sections cantonales du PAI ne montrèrent que peu d'enthousiasme face au changement de nom. Ils restèrent autonomes quant à leur dénomination tout au début. En octobre 1971, le PAI suisse s'est présenté aux élections pour le Conseil national sous son ancien nom. Le Parti libéral, quant à lui, a déploré la fusion des démocrates grisons avec le PAI pour créer cette nouvelle UDC. Citation, « Une fois de plus, les intérêts personnels et les émotions ont pris le pas sur des considérations factuelles
affirmait alors le PLR du canton des Grisons. Cela n'était en vérité qu'un coup de gueule contre l'ambitieux démocrate Léon Schnumpf, qui, à l'époque, siégeait à la fois en tant que conseiller d'État et conseiller national. Je ne veux pas spéculer dans quelle mesure les caractéristiques se sont transmises à la fille de Léon Schnumpf. L'UDC, mesdames et messieurs, se hissa à 11,07% lors des élections de 1971 et ne put maintenir ses 23 sièges au Conseil national que grâce à l'adhésion de 2 démocrates grisons. Les années qui suivirent furent marquées par l'hésitation de plusieurs sections cantonales à adopter le nouveau nom de l'UDC. Par ailleurs, les problèmes n'avaient pas miraculeusement disparu grâce à un simple change de nom. Des partenaires affaiblis s'étaient unis, mais n'avaient alors pas conduit à l'émergence d'une nouvelle force vide. Avec les démocrates grisons et glaronnais, une politique de gauche marquée s'installe au PAI. Sous le nom romanche Union centriste, c'est la politique du centre qui se démarque de plus en plus. La section des jeunes est appelée Jeunes centristes et dans le canton de Zurich, le journal du parti s'intitule Le Centre. Cela ressemble fortement à la fusion du PDC et du PBD, tous deux affaiblis qui forment ensemble le centre d'aujourd'hui. Vous voyez, mesdames et messieurs, vous pouvez le constater, même l'UDC a failli tomber dans le piège de la politique centriste au début des années 1970. On en est donc venu à un malheureux compromis provisoire sous le nom Parti de la classe moyenne UDC-PAI. À cette APIC, Robert Spleiss, président du parti et entrepreneur zurichois, exprime une opinion encore minoritaire en exigeant que le parti se distance de la gauche et notamment des agitations extrémistes ayant cours dans les universités. Spleiss plaide en faveur d'un plus grand courage civil de la part des bourgeois et accuse la télévision suisse de sympathiser avec l'extrême gauche. C'était, il faut le comprendre, il y a 50 ans, dans les années 1960-1970, aujourd'hui, bien entendu, tout est bien complètement différent, n'est-ce pas? Malgré la fusion avec les démocrates, l'UDC, peu visible, passe pour la première fois sous la barre des 10% lors des élections de 1975. Le jeune parti avait manifestement perdu la confiance du peuple. Le président du Parti socialiste d'abord, Helmut Huber, a menacé de faire perdre son siège au Conseil fédéral à l'UDC, et cela pour toujours. Et qu'est-ce que nous en apprenons? Donc, les prophètes rouges, on a toujours... ils vivaient en fait d'idées, donc ils n'avaient aucune idée de l'avenir. Donc, un UDC était dans la crise, s'affichait comme un parti libéral progressiste et aspirait à une politique plus centriste, à l'instar de la vision du PDC et du PLR. D'intenses mais nécessaires discussions au sujet de la direction du parti se sont tenues. Peu à peu, il est apparu que le parti et ses idées libérales conservatrices disposaient d'une base intellectuelle solide. Toutefois, il ne fallait pas se cantonner aux seules politiques agricoles et militaires. Il fallait voir plus large et l'étendre à l'ensemble de la politique économique, financière, à l'éducation, la santé, le social et même la politique étrangère. Dans une petite agglomération zurichoise, il est apparu évident que si l'UDC parvenait à se positionner à droite de l'échiquier politique et non à gauche du PLR, elle serait gagnante.
Donc, dès lors, l'UDC a connu une croissance sans précédent. Sa part électorale a presque doublé depuis sa fondation. Donc, au niveau, le nombre des conseillers nationaux a jusque-là triplé. De la quatrième force politique du pays, l'UDC est devenu aujourd'hui le parti numéro 1. Elle est active dans tous les cantons et a également séduit la Suisse centrale, la Suisse romande. Et grâce à vous, caro Presidente Marco Chiesa, également le Tessin. L'UDC a 2 conseillers fédéraux issus de 2 importantes régions de notre pays. Comment cela est-il devenu possible? Permettez-moi, en tant que responsable du programme de l'UDC, permettez-moi de vous citer ici 5 grands piliers qui, à mon avis, ont permis de guider les réflexions et les actions de l'UDC au cours des dernières décennies. Si nous nous y tenons sans compromission et sans relâche, le succès sera maintenu auprès de nos électrices et de nos électeurs sur le long terme. Premièrement, l'UDC a des idées claires sur les tâches qui relèvent de la responsabilité de l'État et celles qui n'en relèvent pas. Nous luttons contre l'expansion du pouvoir de l'État dans tous les domaines, là où il n'a pas sa place. Nous le faisons aussi dans le cadre de la gestion politique de la pandémie du coronavirus, à laquelle l'État tente de nous dicter par la force de ce que nous devons injecter dans notre corps. À ce titre, pour l'Office fédéral, l'article 181 du Code pénal, donc, s'agissant de la contrainte, s'applique aussi au Code fédéral et à l'Office fédéral de la santé publique. Je cite, « Celui qui, en s'usant de violence envers une personne ou la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. » D'autre part, l'UDC exige en tout temps que l'État fasse de la sécurité extérieure et intérieure sa principale tâche. Les moyens dans la réalisation de cette tâche régalienne sont l'armée, la police, le système judiciaire, l'autonomie face au reste du monde et garantir la plus grande garantie possible des individus. Deuxièmement, l'UDC ne croit pas à la création d'un nouvel être humain différent ou meilleur. Nous nous orientons à la réalité de la vie et du quotidien et nous prônons une vision réaliste de l'être humain. L'UDC prend les gens tels qu'ils sont, avec leurs forces, leurs faiblesses, des femmes et des hommes égaux, chacun ayant son rôle à jouer, qu'il soit de nature sociétale ou naturelle. Nous accordons de l'importance à chaque individualité et pour cette raison, nous nous opposons à toute forme de massification socialiste dans le collectif. Troisièmement, l'UDC défend une politique économique axée sur le libre marché et la croissance, qui met l'accent sur la propriété privée et la répartition du travail, afin de préserver et d'accroître la prospérité de tous au sein de notre population. Nous soutenons les entreprises individuelles, les petites entreprises, les PME, ainsi que les grandes sociétés actives sur la scène économique mondiale, chacun avec son fonctionnement propre, mais avec un engagement commun, celui de générer des bénéfices. Peut-être quatrièmement, un pilier peut-être moins connu, mais tout aussi important pour l'UDC, c'est notre vision positiviste du droit. Qu'est-ce que cela veut dire? L'État n'est pas le tenant de la moralité, de l'instruction et de l'éducation, mais uniquement un moyen de légiférer en la matière. Toute action de l'État doit reposer sur des lois écrites, promulguées démocratiquement
et qui s'applique loin des idéologies prétendument supérieures et des considérations toutes subjectives et de l'image. Le droit national prime sur le droit international et les lois internationales. Notre plus haute ligne directrice est la Constitution fédérale. Bien que l'UDC reconnaisse la supériorité du droit international impératif, celui-ci doit reposer sur la volonté du peuple. Dans notre communauté citoyenne, qui est le meilleur moyen et garant aussi des droits humains. Cinquièmement, l'UDC ne s'est jamais soucié de sa réputation, de son image auprès des élites, des politiciens ou des médias. Plus elle reçoit d'attaques d'en haut, plus sa réputation est bonne en bas auprès du peuple. À la base, car le peuple sait ce qu'il reconnaisse à notre parti. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Nous avons empêché l'annexion de la Suisse par Bruxelles via un traité colonialiste. Nous ne devons pas payer davantage d'impôts et de taxes. Les bidonvilles et zones de non-droit, conséquences de l'immigration de masse, ne sont pas encore un gros problème et les coûts de l'énergie ne sont pas encore plus élevés. Regardez vers le nord, vers nos voisins du nord, vous aurez l'exemple parfait de tout ce qu'un parti bourgeois ne doit pas faire. La CDU-CSU en Allemagne voulait se rendre populaire, n'offenser personne et de pas trouver d'ennemis et s'est tourné vers la gauche. En fin de compte, les électrices et les électeurs ne se sont plus vraiment souciés de savoir si un socialiste ou un chrétien démocrate allait devenir chancelier. Et en effectuant son virage à gauche, la CDU-CSU a obtenu le plus misérable score de son histoire aux élections. Mesdames et messieurs, l'UDC est né en 1971 de la faiblesse, de l'impuissance et du désespoir. Mais rapidement, elle a su trouver une base solide et s'étendre en une petite vingtaine au cours des années 80. Tels les secrets de la vie politique, du monde des affaires et de la vie privée. De chaque désastre, de chaque catastrophe, il faut en faire une mine d'or. Chaque difficulté est une opportunité potentielle. Et ce qui est bon pour l'UDC, et c'est aussi bon pour la Suisse. Je vous remercie.